Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Et si entreprendre dans le spatial n'était pas plus difficile qu'ailleurs, finalement, on découvre aujourd'hui ensemble un entrepreneur français qui pousse ses ambitions jusque dans les étoiles. Nicolas Gomme est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un serial entrepreneur. Vous avez d'abord commencé dans l'hôtellerie en Gironde avec votre famille et puis là, vous avez ensuite démarré beaucoup d'activités. On va brosser un petit peu ce tableau ensemble avant d'arriver au cœur de ce sujet qui est le secteur spatial dans lequel vous êtes investi. D'abord une start-up dans les jeux vidéo et puis vous avez ensuite ouvert une société d'édition en Chine en rachetant les droits par exemple du Père Castor. Vous avez vendu des millions de livres là-bas et puis finalement ensuite vous êtes passé à une agence de publicité. Ça a très bien marché, ça a été revendu à Publicis, si je ne me trompe pas. Une des premières web agencies qui, in fine, a été rachetée par Publicis, dont j'étais un cofondateur. Et puis ensuite est arrivée votre première aventure spatiale, celle de Space Cargo, qui a permis d'avoir une réponse à une question dont on ne savait pas qu'on attendait la réponse. Oui, le vin qui a voyagé dans l'espace a un meilleur goût a priori. Alors évidemment on va revenir sur l'enjeu scientifique plus sérieusement de cette mission qui est le véritable objet de Space Cargo. On va revenir à ça après, mais d'abord, comment est-ce qu'on passe d'une agence de publicité, mais d'autres parcours avant, au secteur spatial ? J'ai toujours été personnellement passionné par ce que la technologie pouvait changer dans nos vies. J'aime les médias, la technologie, c'est les univers dans lesquels j'ai évolué. Et au fond, la spatiale a toujours été une passion, si ce n'est une obsession. Et finalement, en grandissant, on a vu avec mon cofondateur de Space Cargo Unlimited, Emmanuel Etchepart, une vraie opportunité, et une vraie opportunité pour la Terre. En fait, le spatial pour la Terre, c'est vraiment ce qui me motive dans mes deux entreprises spatiales. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-haut pour ici? Parce qu'il n'y a qu'une seule planète, elle est fragile, il y a des grands enjeux devant nous, et je pense sincèrement que l'espace peut apporter des solutions et des clés. Est-ce qu'il y a des barrières quand on met un premier pied dans le secteur spatial en tant qu'entrepreneur ? Il y a les barrières de coût parce que par construction, le spatial exige énormément de financement. Clairement, c'est un secteur qui est un secteur aussi de souveraineté. Les lanceurs, c'est aussi la technologie pour avoir une force de dissuasion nucléaire pour la France avec des missiles correctement mis en place. Donc, et c'est pareil dans tous les pays. Et aujourd'hui, c'est aussi un enjeu politique. On a une course entre la Russie et les États-Unis qui a véritablement amené toutes les innovations et le développement du spatial des années 60 aux années 90, puis maintenant aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Donc dans cet environnement-là, il y a eu un changement majeur qui s'est passé aux États-Unis avec une NASA qui après l'arrêt du programme de la navette spatiale s'est retrouvée avec beaucoup de contraintes budgétaires, en tout cas des réductions de budget significatives. Le budget, il vient du Congrès. Le Congrès regarde ce que les contribuables sont prêts à soutenir. Et là, le spatial ne portait plus. Et il y a eu beaucoup de pragmatisme et d'intelligence pour développer des partenariats publics-privés, alors même que des entrepreneurs qui avaient fait fortune dans le numérique se prenaient de passion pour le spatial, au rang desquels, évidemment, Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres. Et au fond, c'est cette alchimie publique-privée qui a véritablement relancé le spatial aux États-Unis, qui ensuite, avec la course entre la Chine et les États-Unis a amené le modèle dans lequel on est. L'Europe a été traditionnellement plus dans une logique partenariale. Donc quand j'ai démarré, on n'était vraiment pas dans une culture entrepreneuriale. Ce que Space Cargo Unlimited a fait avec cette mission sur laquelle j'aimerais bien revenir pour expliquer ce qu'on fait quand même, sur le futur de l'agriculture et comment l'espace peut amener des clés pour l'agriculture de demain, et précisément la viticulture, qui est le sujet sur lequel nous nous sommes concentrés. Eh bien, on a été la première entreprise commerciale européenne à véritablement mettre en place un programme de recherche appliqué sur la station orbitale internationale. Il y a un moment de recherche qui est fait sur la station. On le voit avec chacun des astronautes. Thomas Pesquet a apporté énormément de travaux de recherche. C'est beaucoup de recherche fondamentale, c'est beaucoup de recherche appliquée qui touche la vie humaine dans l'espace, et notamment en prévision du retour sur la Lune et du voyage vers Mars. Mais au fond, une recherche appliquée qui amène véritablement des débouchés commerciaux. Pas vraiment, parce que tout simplement, il y avait beaucoup de barrières. Donc pour revenir à votre question, s'emparer de ce sujet, c'était d'abord trouver un chemin qui n'était pas simple, et effectivement avoir accès à des fonds. Et là, on a été créatifs, on a trouvé des idées originales. Alors, on va revenir sur la question des fonds qui est très importante dans l'entrepreneuriat, précisément dans le secteur spatial. D'abord, Space Cargo, c'est quoi ?
l'avenir de l'agriculture par l'espace? Donc Space Cargo, c'est un opérateur de projets en orbite basse, dans des environnements spatiaux pressurisés, comme l'ISS, comme la station orbitale, avec l'objectif d'utiliser l'environnement spatial et spécifiquement l'absence de gravité comme un environnement pour fabriquer des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre, des produits qui sont soit très difficile, soit quasiment impossible à réaliser sur Terre. Donc la première mission que nous avons menée, elle est sur le sujet de la viticulture. On ambitionne et on est en train de travailler à développer naturellement une nouvelle variété de vignes plus résistante au changement climatique. Alors ce que l'on fait dans la vigne peut s'appliquer évidemment à d'autres domaines. On a commencé par la vigne parce que c'est un secteur qui est dans l'agriculture plus lucratif, donc il y a des moyens, donc il y a des chercheurs, des savoir-faire. On est associé à l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, à l'INRAE, et puis à l'université d'Erlangen en Allemagne. Et ce que l'on a entrepris, c'est d'exposer des plants de vigne à un moment précis de leur développement, dans certaines conditions à l'environnement spatial, et spécifiquement l'absence de gravité, pour provoquer des évolutions naturelles qui donneraient une résistance supérieure à ces plantes une fois revenues sur Terre face au stress du changement climatique. Alors ça marche comment? Ça marche par le fait que... Super vignes qui résisteraient... Des super vignes, si vous voulez, on peut les appeler comme ça. Qui résisteraient donc au changement de température, aux parasites, exactement, aux mildiou. Qui menacent la Terre aujourd'hui. Et la raison, c'est que la gravité, c'est le seul paramètre de la vie qui, depuis 4,5 milliards d'années, n'a jamais bougé sur Terre. Tous les autres, la température, la pression, l'humidité, la luminosité ont bougé de manière considérable. Donc à travers toutes les évolutions d'espèces animales et végétales depuis 4,5 milliards d'années, la gravité est toujours la colonne vertébrale, le point d'ancrage. Donc quand on l'enlève, ça crée un stress titanesque sur tout ce qui est vivant. Et quand on le fait à certains moments, dans certaines conditions, eh bien, ça va provoquer des évolutions naturelles. Donc les vignes qu'on a ramenées, on a envoyé 320 plants de vignes, moitié Merlot, moitié Cabernet Sauvignon. Je viens de Bordeaux et on est parti des cépages de nos vignes bordelaises, avec un enjeu très fort. Hein. Vous savez, la vigne, c'est une industrie qui fait vivre beaucoup de gens, qui est un fleuron de notre exportation française, et c'est aussi une activité qui est essentielle dans beaucoup de pays, l'Italie, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis avec la Napa Valley et autres. Et au fond, avoir des vignes qui sont capables de s'adapter, c'est très difficile. Donc on peut prendre une voie de modification génétique. Nous, on a pris vraiment l'exact inverse, c'est de provoquer des évolutions naturelles. Donc ces plants de vignes, ils ont passé 10 mois sur la station orbitale. Ils sont partis avec SpaceX en partenariat avec le CNES, avec lequel on a un partenariat extrêmement fort depuis maintenant quelques années, pour encore quelques années, sur ce projet. Et on a ramené ces plants de vigne, on les a plantés, et aujourd'hui, ils livrent toutes leurs promesses. Ces plants de vigne sont beaucoup plus résistants et prometteurs que des vignes qui étaient jumelles, qui avaient été coupées au même moment, qui sont restées, elles, sur Terre. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour aller jusqu'aux fruits, aux raisins, et voir effectivement si on a un produit qui saura intéresser les vignerons. Mais la promesse de l'espace pour la vigne, on sait déjà qu'elle est très concrète, elle est très réelle. Donc l'idée, c'est ça qu'on développe. C'est pas de renvoyer des tas de vignes dans l'espace. L'idée, c'est de reprendre ce modèle et de reproduire en fait en serre ces vignes-là avec ces nouvelles capacités. C'est exactement ce qui se passe. On a un partenariat avec le groupe Mercier, qui est un des plus grands pépiniéristes viticoles dans le monde, qui fournit les grands châteaux que nous connaissons en France et dans le monde. Et le groupe Mercier et nous allons mettre sur le marché ces vignes lorsqu'elles auront donné satisfaction. Oui. Donc il y a encore du travail, il faut être dans le cycle de la nature. On vient de replanter ces vignes il y a quelques semaines, et ma foi, on va attendre de voir à l'automne ce qu'elles donnent. On aura peut-être d'autres cycles de saison à faire, mais c'est bien l'objectif, effectivement, de mettre ces vignes sur le marché pour les viticultures du monde entier. Alors on a bien compris que l'enjeu, c'était scientifique. C'était apporter des solutions sur la Terre pour faire face aux problématiques climatiques de demain. Mais on n'a pas pu s'empêcher quand même, quand on a vu voler ces bouteilles de Pétrus, de se dire qu'il y avait quand même un effet marketing, un effet waouh assez impressionnant. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui inspire les marques? Dorénavant, on entend déjà parler d'envoyer des cartes postales dans l'espace, etc. Mais là, il y a une vraie question de se dire, est-ce qu'on pourra demain envoyer nos produits dans l'espace pour dire ils sont meilleurs, ils sont allés dans l'espace, vendez-les? Déjà, pour expliquer le contexte pour vos téléspectateurs, nous avons envoyé des bouteilles de vin pour 2 objectifs. Le premier, c'est étudier le vin lui-même. Le vin, c'est un liquide vivant. C'est une sorte de terreau d'analyse extrêmement intéressant. Il ne faut pas oublier que Louis Pasteur y a fait des découvertes fondamentales en étudiant le vin à la fin du XIXe siècle. Donc, on a une vraie analyse qui est menée par l'ISVV, qui est sans doute le laboratoire le plus reconnu dans le monde dans l'étude œnologique. Donc, Philippe Darrier, qui est un des
des dirigeants de l'ISVV est en train de travailler avec son équipe sur une analyse très fine de ce vin. On a fait une dégustation effectivement à l'aveugle, très rigoureuse le printemps dernier. Là, on va beaucoup plus loin et il publiera cette année ses conclusions. Mais on a un vin différent. Et on a appris des choses sur des sujets comme les polyphénols, qui sont importants évidemment dans l'œnologie, mais aussi dans la cosmétique et surtout l'industrie pharmaceutique. Beaucoup de choses intéressantes et tout un tas d'autres composants qu'on dévoilera et puisqu'on a l'objectif de partager ces découvertes. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, effectivement, il y a un problème de financement. Vous l'avez dit, c'était votre première question. Comment on finance tout ça? Eh bien, ces bouteilles de vin qui sont devenues différentes, eh bien, on les a mis en vente avec Christie's et on a des acheteurs qui nous permettent, en achetant relativement cher ces bouteilles, de nous permettre d'avoir des moyens de financer toute la recherche dont je viens de parler. Donc, vous pouvez nous rappeler le montant des ventes de ces bouteilles? On n'a pas communiqué le montant. Il est dit, en tout cas, il y a eu des articles qui disaient que c'était du côté de 1 million de dollars. C'est effectivement pas loin. Voilà. D'accord. Donc ça vous a servi à financer votre nouvelle aventure. On va y venir tout de suite. C'est une deuxième société qui s'appelle Orbit. Non, c'est pour financer ça nous a strictement servi à financer Space Cargo Limited. Très bien. Dans le langage de start-up, c'est en bootstrap. Voilà, on a une tradition bordelaise qui s'appelle la cuvée Retour des Indes, qui consistait à faire vieillir des bouteilles de vin sur des bateaux, qui a marqué le 19e siècle. Donc on a inventé la cuvée céleste et on a fait vieillir ces bouteilles de vin que nous avons choisi. On ne l'a pas fait en partenariat avec le propriétaire. On l'a choisi parce que c'était un vin qui était extrêmement intéressant à étudier et puis qui avait évidemment une belle résonance. Et je pense qu'on l'amène. Cette société. Alors Orbit, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Là, on parle de former des humains pour aller dans l'espace. Voilà. Alors, à force d'aller dans les spatioport américains en particulier, l'Amérique réinvestit le vol spatial habité. Ce n'était pas le cas jusqu'à il y a très peu de temps, puisque c'était par la Russie que les Américains allaient sur l'ISS, par exemple. Donc, notamment, spécifiquement grâce à la société SpaceX, la NASA renvoie des astronautes depuis le sol américain, depuis maintenant... et on a peine à l'imaginer, mais ça fait juste 1 an finalement. C'est ça, après 10 ans de dépendance auprès de la Russie. Et si vous allez dans des spatioports américains, vous constatez que ce sont des vraies bases militaires, que c'est très austère, qu'il y a très peu d'infrastructures. J'étais frappé aussi par le fait qu'il y avait énormément d'actions. Moi, je parle de SpaceX, mais Blue Origin a fait voler maintenant plusieurs vols. Virgin Galactic en a fait un. Il y en a d'autres qui se positionnent. Axiom, autre entreprise privée, va envoyer des spationautes privés vivre une semaine sur la station orbitale. Ouvrir un hôtel sur l'ISS, en fait. Voilà, donc c'est leur ambition, tout à fait. Donc, il y a énormément aujourd'hui de gens qui vont pour le plaisir dans l'espace avec des moyens significatifs. Notre conviction, ma conviction, c'est qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont travailler et produire dans l'espace. Space Cargo fait des choses dans l'agriculture, mais demain, elle fera des choses dans la chimie, dans la biologie, dans les nouveaux matériaux, parce qu'il y a beaucoup d'usages et beaucoup d'opportunités de développer des produits à haute valeur ajoutée dans l'espace pour la Terre. Et on peut imaginer demain, en tout cas c'est l'ambition de Space Cargo, de construire des vraies usines spatiales pour la Terre. Il y aura une présence permanente sur la Lune et il y aura des bases de gens qui seront évidemment formés par la NASA, l'Agence spatiale européenne, comme Thomas Pesquet, avec des infrastructures très professionnelles. Mais on aura de plus en plus de gens qui iront pour des entreprises privées. Et on s'est dit qu'avec mon associé, qu'il y avait énormément de besoin de formation et qu'il n'y avait aucune infrastructure existante. Et là, on a essayé de mélanger... Alors, mon associé s'appelle Jason Andrews. C'est un entrepreneur très reconnu dans le spatial aux États-Unis. Il a fondé Andrews Flight, qui est un bureau d'études qui a très bien marché, Space Flight Industries, qui a été racheté par Mitsui, et Black Sky, qui a fait un SPAC et qui est aujourd'hui coté à New York. Et Jason, qui est dans le secteur de l'industrie. Vous aviez besoin d'une porte d'entrée, de ce crédit aussi de votre associé pour travailler auprès de la NASA. Vous aviez déjà de bonnes relations avec eux? On a de très bonnes relations avec la NASA, puisque la NASA était un de nos partenaires sur Space Cargo Limited. C'est grâce à la NASA qu'on envoyait nos bouteilles de vin, ce qui n'était pas facile, parce que voilà, il y avait des gros défis. Mais la NASA, c'est une grande entité avec plusieurs divisions. Effectivement, avoir un partenaire, c'est important. C'est aussi ma conception d'entrepreneuriat. Je suis associé avec Emmanuel Etchepart sur Space Cargo Limited, Jason Andrews sur Orbit. Ça aide pour le financement, ça, parce qu'il va falloir financer. Vous avez quand même, on est dans un secteur où financer un projet dans le spatial, on le voit avec les startups aujourd'hui, c'est très compliqué d'attirer des investisseurs
privé, parce que le retour sur investissement paraît très lointain. Alors, Space Cargo est indéniablement un projet à risque. On a la chance d'avoir eu un investisseur référent qui est aujourd'hui Euraseo, donc Benoît Grossman, pour Orbit pour Space Cargo Unlimited, qui nous a accompagnés et qui nous accompagne avec d'autres investisseurs privés, notamment des entrepreneurs de la tech. Donc on est extrêmement honorés et heureux de cet accompagnement parce qu'il fallait avoir ce courage effectivement de croire au secteur spatial. C'est quoi la recette magique qui vous a permis d'attirer ces entrepreneurs, ces entreprises privées, quand une partie de l'écosystème a du mal à trouver... C'est encore très dur. Je ne sais pas s'il y a une recette miracle. Je crois qu'à la fin, c'est une question de connexion personnelle. Après, j'essaie d'être rigoureux dans ce que je fais, d'être très clair sur ce que je... dire ce que je fais, faire ce que je dis, et après amener des idées aussi folles soient-elles dans de la rigueur et des résultats. Personne ne croyait qu'on enverrait ces bouteilles de vin, personne pensait qu'on pouvait faire la première mission de recherche spatiale à but commercial privé sur la station orbitale. On l'a fait, elle est en train de se dérouler, et je pense que ça contribue à la confiance que les actionnaires nous témoignent, et on a des belles ambitions sur des réalités de marché qui sont extrêmement enthousiasmantes. Pour Orbit, je n'ai pas dit ce que nous faisions, donc on a entrepris de construire le premier centre de formation pour ces voyageurs spatiaux privés, pour le tourisme spatial, mais surtout pour demain travailler et produire dans l'espace. On a, et fils d'hôtelier que je suis, vous le rappeliez, puisque ma famille a construit et est propriétaire aujourd'hui d'un hôtel qui s'appelle La Corniche dans le sud-ouest de la France. On a entrepris de construire un centre de formation qui regroupe toutes les infrastructures nécessaires pour se former, centrifugeuse, piscine, maquette de véhicules, salle de classe. On a recruté une équipe de formation et on va annoncer, alors malheureusement pas aujourd'hui, mais on va annoncer dans pas très longtemps, ce printemps, le lieu de notre implantation aux États-Unis, mais c'est un endroit extrêmement intéressant, avec un design... Certainement pas loin des zones de lancement, j'imagine. Certainement pas loin, avec un design remarquable qui est porté par le génie qui est Philippe Stark, qui est passionné d'innovation, de technologie, et qui arrive à nous transcender en construisant un projet très ambitieux. Mais alors, avec cette nouvelle vision, est-ce qu'on peut imaginer, là, vous parlez de former, je ne sais pas moi, les chimistes, ou peut-être même les mécaniciens de demain qui iront dans l'espace, c'est ça l'idée, mais c'est une vision extrêmement futuriste. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, dans ce cas-là, que vous formerez les astronautes des agences de demain ? Je pense absolument que l'ESA, la NASA et les grandes agences sont très bien équipées. Il y a une équipe extraordinaire à l'Agence spatiale européenne qui forme Thomas Pesquet et tous les astronautes européens et le CNES. Maintenant, effectivement, quand on est un plus petit pays, en Asie, en Amérique, en Afrique, on peut avoir des ambitions spatiales et pas forcément cette infrastructure. Alors, il y a des accords interagences, mais on a cette ambition, effectivement, de pouvoir permettre des formations. Et je le pense, il ne faut pas sous-estimer notamment ce que Elon Musk va révolutionner avec Starship, ce véhicule spatial qu'il construit pour aller sur la Lune puis sur Mars, qu'il a présenté la semaine dernière. Starship, c'est véritablement faire tomber énormément des coûts d'accès à l'espace. Donc, avoir un grand nombre de gens qui vont aller dans l'espace. Et si SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Axiom font des formations de sécurité, comme lorsque vous êtes dans un avion, on vous explique où sont les portes de secours en cas de problème, ils ne font pas de formation à proprement parler et de préparation. Non, vraiment, on parle regardez, l'année dernière, il y a eu un certain nombre, je n'ai pas le titre, mais il y a eu une quinzaine de civils qui sont partis dans l'espace. On a Blue Origin a un carnet de commandes très rempli, Virgin, c'est pareil. Donc, on parle de centaines de personnes qui vont aller dans l'espace 2022, 2023, 2024. Et avec Starship, ça sera des milliers de personnes. Donc, c'est pas si loin que ça. La prochaine étape, c'est quoi pour vous ? Vous avez déjà commencé ces formations ? Oui, alors on a déjà commencé ces formations dans des établissements existants, dont la Corniche Opila. Donc la prochaine session de formation a lieu la semaine du 19 septembre. Donc s'il y a des téléspectateurs intéressés, ils se connectent sur orbitspace.com. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, avec plaisir. Donc, orbitspace.com pour avoir accès à la présentation de ces formations. Et quand est-ce que sera opérationnel et l'ouverture est prévue aujourd'hui pour 2024. Et on annoncera ce printemps le lieu et on dévoilera des images de ce que nous construisons. Merci beaucoup, Nicolas Gaume, d'être venu sur le plateau de Smart Space pour nous présenter votre parcours dans le secteur spatial, à la fois l'activité, donc, je le rappelle, de Space Cargo Unlimited, qui a vocation à développer un travail scientifique commercial dans l'espace, et à la fois avec Orbit, qui va former peut-être les voyageurs de l'espace de demain. Vous avez déjà commencé, on va suivre avec attention peut-être les prochaines annonces
donc, si on a bien compris, dans les prochaines semaines, qui nous dévoileront le lieu de ce nouveau centre de formation privé. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition portrait, grande interview avec Nicolas Gom aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Bismart. Bon week-end.